Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, quel plaisir de vous retrouver. Comme chaque jeudi, vous le savez, c'est votre rendez-vous du débriefing de la tech de la semaine. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, tu as raison, c'est un vrai plaisir de vous retrouver tous les jeudis. Pour vous parler de tech, voici le sommaire du jour. Tout d'abord, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple. La WWDC 2021, un déluge d'annonces. Il nous faudra notre spécialiste Pierre Fontaine pour y voir clair. Et puis, autre géant, c'est Huawei. Huawei qui a annoncé aussi pas mal de nouveautés, Harmony OS, mais aussi de nouveaux appareils connectés. On fera le point avec son porte-parole français. Des solutions pour maîtriser votre consommation électrique, François, ça va t'intéresser. C'est une entreprise française qui vous propose de l'innovation au service de la planète. Notre rendez-vous Tech Care. Et puis, la story de Jordan pour terminer avec le hashtag Je veux savoir. Cette semaine, Nicolas Lelouch répondra à toutes vos questions avec ce fameux hashtag. J'adore voir ces deux spécialistes réunis pour notre plus grand plaisir. Très bien. Bon, Jérôme, on plaisante, mais c'est parti. Il faut y aller. Au charbon, c'est parti pour 01 Hebdo. Numéro 315. 315. Si on faisait ça tous les jours, on serait presque à 1 an. Mais en fait, ça nous fait beaucoup plus que ça, en réalité. Mais quel homme de calcul. C'est impressionnant. J'ai même pas bien compris ce que je venais de dire. Bon, écoutez, 315e numéro de 01 Hebdo, avec, vous l'avez vu, un sommaire assez chargé. Le hashtag 01 Hebdo, bien sûr, si vous voulez réagir à tous ces sujets qu'on évoque ensemble, sur Twitter et un peu partout. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de 01 TV dès le jeudi soir. En même temps, sur les box, SFR, Orange, Free, FranceSat. Et puis sur zeronet.com. Exactement. Voilà, vous savez tout. Et en podcast audio, ça aussi c'est très sympa. Ah oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Bien sûr, si vous avez... vous pouvez nous emporter en balade. Voilà, courir comme ça, comme Pierre Fontaine qui va nous rejoindre dans un instant, avoir 01 Hebdo dans les oreilles, ça vous permet d'aller plus vite. C'est possible. Ou moins vite, tout dépend. Enfin bon, voilà. Avant de retrouver nos invités, vous l'avez compris tout à l'heure, avec Huawei, avec CloudWatt, etc., tout de suite, c'est l'actu. Et l'actu, François, avec... on commence par quoi? Par Apple ou par cette étonnante panne? Eh bien, écoute, c'est quand même le plus urgent, la panne Internet. La panne Internet. Et tu sais quoi, pour tout te raconter, je l'ai vécu vraiment de manière assez... Violente. Assez violente. Ouais. Ça va te faire rigoler, j'étais sur l'appli Amazon. Pour changer. Et voilà, j'étais en train d'acheter quelque chose. Et puis d'un coup... Je ne sais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais que se passe-t-il? J'ai plus de Wi-Fi, j'ai pas de 4G, etc. Pourtant, j'avais tout. Et j'avais des images bizarres qui s'affichaient sur mon Amazon. La commande hebdomadaire de victuailles s'est envolée dans le cyberespace. C'était pas des victuailles. Non. Et donc, après, c'est revenu. Mais c'est vrai qu'on a eu une panne qui a impacté énormément de services, hein, Jérôme. Ça a été énorme. Alors, tu le disais, Amazon, donc des sites marchands. Il y a eu également beaucoup de sites médias. C'était surtout des sites médias. Hein. Oui. Le Guardian, britannique, je crois qu'il y avait New York Times, Le Monde.fr, etc. Petit site, voilà. Même le site zeronet.com a eu des moments... Il a tout sauté. Oui, tout sauté. Hein. Voilà. Des sites officiels également, le site du Premier ministre britannique, des sites gouvernementaux américains également, tout cela pendant, alors pas très longtemps en réalité, heureusement, pendant 1 heure environ, était down ou partiellement down. Et la faute à... Fastly. Qui du coup n'a pas été très fast sur ce coup-là. Ils ont été fast pour remettre en route le truc, mais pendant un moment, il n'y avait plus de fast du tout. Et tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est un CDN. C'est un CDN, ouais. Et c'est un accélérateur d'affichage de pages web qui est un peu partout dans le monde et qui est là pour faire le relais en fait, des gros sites qu'on connaît. Exactement. En fait, ce sont des acteurs qu'on ne connaît pas très bien parce qu'ils sont cachés, mais qui sont essentiels au fonctionnement d'Internet, les CDN, les Content Delivery Network. Donc, ce sont des réseaux d'ordinateurs qui, en fait, dupliquent les contenus pour permettre aux gens d'aller plus vite. Ça fait des sites miroirs, ce qui fait que, par exemple, quand tu es en France, du cache, mais pas du cache comme ça, du cache... là, ils ont dû en avoir un peu moins de cache après cette panne. Exactement. En fait, le problème, c'était un problème de configuration. Ils ont mis en route une nouvelle configuration et puis tout a planté. On appuie sur le mauvais bouton. Écoutez, ça arrive, on sait ce que c'est. Enfin, c'est incroyable quand même que
problème comme ça impacte la planète entière. Vite, ils sont revenus à la configuration précédente et tout est revenu dans l'ordre assez rapidement. Oui. Étonnant. Il paraît que c'est le même employé qui était avant chez Orange et qui s'occupait des appels d'urgence. Non, fake news. Pardon, excusez-moi, ça c'était pour plaisanter, bien évidemment. Comme quoi ça arrive parfois, on peut avoir des... Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que on se rend compte que l'Internet est relativement fragile, Jérôme. Exactement. Voilà, il suffit fragile mais résilient, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'il pète, mais il revient vite. C'est vrai. Et c'est ça qui est important. Bon, en tous les cas, tout est réglé. Cette panne a duré 1 heure et maintenant, tout fonctionne bien. Jérôme, l'actualité aussi cette semaine, c'était lundi soir, c'était sur 01 TV, puisque à partir de 18h50, on était en direct avec vous, avec JB de The E-Collection, il y avait aussi Gonzague d'Ambricourt, pour vous faire vivre la WWDC, la keynote d'ouverture. La keynote d'ouverture de la WWDC, donc c'est la conférence annuelle des développeurs. On a eu Google, il y a Microsoft aussi qui a fait ça il n'y a pas longtemps, et ça se tient en ce moment en fait, cette semaine, aux États-Unis, cette grande conférence. Et alors, on en a eu quand même pour notre argent, mais enfin, on va peut-être un petit peu tempérer tout cela. Et c'est pour ça que nous accueillons Pierre Fontaine. Bonjour. Bonjour Pierre. Notre spécialiste Apple chez 01net. Pierre, évidemment, tu as suivi de près cette WWDC. Tout à fait. Tu as eu même la chance... Une keynote d'ouverture qui a duré pas loin de 2 heures. Oui, quand même. 1h45. Et pas 2 heures où on boit l'apéro tranquille. Oui, c'est ça. Oui. C'est un rythme assez soutenu. Ouais. Oui. C'est pas ennuyé. C'est sûr. Bien entendu, donc, c'est un peu l'avenir, en fait, le futur de tous ces systèmes qui nous entourent et qui sont sur les iPhones, les iPads, mais aussi les Mac, qui sont présentés à la fois aux développeurs pour dire, regardez, voilà, on est en train de préparer ça, nous, Apple, venez, ça va être génial. Et à cette occasion, on découvre quelques-unes de ces nouveautés. Tout à fait. Alors, il y avait de l'iOS, il y avait du macOS, il y avait du watchOS, il y avait tous les OS d'Apple ont eu leur heure de gloire, comme d'habitude. Alors, tvOS était un petit peu mis de côté, mais bon, voilà. En tout cas, les OS majeurs ont été cités, ont eu leur petit quart d'heure de gloire. Et surtout, ce qui est intéressant cette année, c'est que, je dirais même pour la 2e année consécutive, c'est qu'il y a une tendance où ça arrivait il y a quelques années qu'on dise tout était pour iOS et macOS, c'était un petit peu le petit frère des pauvres dans son coin, abandonné. Alors que là, en fait, il y a eu beaucoup de fonctions qui ont été présentées pour tous ces OS à la fois. Mais j'ai l'impression que c'était un peu finalement le mot-clé, même s'il n'a pas été prononcé tel quel, mais c'est la convergence, quoi. On sent que tout... en fait, c'est quelque chose, effectivement, qui est très clair depuis l'année dernière, qui l'est encore plus maintenant, où qu'on soit sur iPadOS, qu'on soit sur macOS ou iOS, on va retrouver un ensemble de fonctions communes qui vont permettre de commencer quelque chose, par exemple sur son smartphone, et de le terminer sur son Mac, qui vont permettre de synchroniser des onglets ou des pages ouvertes très facilement, enfin même pas très facilement parce que c'est automatique, sur tous ces périphériques. Et en fait, dès qu'on utilise le même compte iCloud ou le même compte Apple sur ces produits-là, tout est synchrone. Tout est synchrone. Et donc en fait, c'est effectivement une sorte d'homogénéisation de l'expérience utilisateur. Et effectivement, avec tout ce que les développeurs vont, eux, devoir développer pour que ça fonctionne. Alors, on ne peut pas tout passer en revue. Non, parce qu'on a mais on peut peut-être faire quelques petits focus sur des choses vraiment intéressantes parce que ça va, pour les utilisateurs en tout cas de ces produits Apple, ça va un petit peu leur changer la vie. Tout à fait. Par exemple, on peut commencer avec FaceTime. Alors FaceTime, c'est l'application et le protocole de visioconférence, on va dire de visiochat ou audio-chat d'ailleurs, chat d'Apple, qui permet de discuter entre amis jusqu'à 32 personnes en même temps. Ça fait quand même beaucoup d'amis. Et là, cette année... Alors, il y a eu un premier pas vers l'ouverture, parce que pour en profiter, il faut être dans l'univers Apple. Et là, maintenant, il sera possible d'y accéder, en tout cas de participer à des réunions FaceTime sur un ordinateur Windows ou sur un smartphone Android. Alors, non. C'est une petite révolution quand même. C'est une sacrée révolution, c'est une sacrée ouverture. Alors, certes, ce n'est pas l'ouverture qu'on attend depuis la promesse de Steve Jobs, qui avait dit au moment où il avait annoncé ça, ça repose sur beaucoup de protocoles open source, vous inquiétez pas, on va open sourcer ça, ça va être super. Alors,
il y a 11 ans. Hein. Voilà, il y a des raisons qui justifient que ça ne soit pas open source, et notamment des querelles de brevets avec des patent trollers qui, Virtnex, VirtNetX, si vous voulez, je ne sais pas comment on le prononce, qui est un patent. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est une société qui fait des patent trolls, qui dépose des brevets et qui ensuite les fait valoir en justice et qui a fait cracher plusieurs centaines de millions à Apple sur certains brevets qui sont liés à FaceTime, ce qui fait que peut-être ça pourrait être une des raisons pour laquelle Apple ne l'aurait pas ouvert. Voilà. Ah d'accord, donc c'est plus à ton avis pour des raisons juridiques que pour une volonté de s'ouvrir à un écosystème en fait, ça impliquerait que les utilisateurs de FaceTime payent une redevance par utilisateur ou par poste, ou je ne sais pas exactement, pour utiliser ces technos. Donc forcément, pour une techno open source, c'est pas terrible. Ça pourrait être une des raisons. Il n'y a jamais eu de communication officielle là-dessus, mais en tout cas, ça pourrait être une des raisons. Cela dit, si ça ouvre sur Windows, peu importe, Android, ça veut dire que finalement, ils ont réglé leur problème de brevet, non ? En fait, oui et non, parce que ça reste dans leur giron. Donc eux payent, ils ont mis des accords avec cette société, ils payent pour avoir le droit d'utiliser leur brevet. Donc ça reste dans leur giron, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et en fait, les utilisateurs de Windows ou d'Android utiliseront un navigateur web. Comme on le fait pour accéder, par exemple, sur Meet de Google, une visioconférence dans un navigateur, sur mobile ou sur un PC. Il n'y aura pas d'appli FaceTime. Il n'y a pas d'appli développé à proprement parler. Finalement, ce n'est pas forcément plus mal parce que c'est bien qu'un navigateur. Donc j'ai FaceTime, toi tu es sur Android, je veux qu'on converse ensemble. Et moi je suis sur Windows, tiens, on va complexifier un peu la donne. Voilà. On peut tout à fait faire. Je vous envoie des liens. Voilà. Et je vous les envoie comment ? Par mail, Oui, on envoie par mail, par invitation, dans un calendrier partagé, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as bien souligné, c'est toi qui es sous iOS, macOS ou iPadOS, c'est toi qui envoie l'invitation et tu es le seul à pouvoir initier une réunion FaceTime. Moi, je suis sous Android, par exemple. D'accord. Tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas organiser cette réunion. Je peux la joindre, je peux y participer, mais je ne peux pas initier cette réunion. C'est sous ma domination, en quelque sorte. C'est une façon de voir les choses. Ouais, mais cela dit, c'est pas très bon ça, parce que ça veut dire que finalement ça limite l'usage de ce FaceTime. Ben, c'est tout à fait ça. Alors en fait, l'argument d'Apple, et après on a abordé une des limitations possibles, mais l'argument d'Apple, c'est de dire nous, on veut permettre aux gens qui sont dans notre giron, qui sont dans notre écosystème, de pouvoir converser avec leurs amis qui, pour une raison X ou Y, seraient sous Android ou sous Windows. Voilà, vous savez, c'est les amis verts. C'est ça, les amis verts. Les amis verts de Message. Donc, de pouvoir converser avec eux en vidéoconférence, etc., etc. Mais bien sûr, on ne va pas leur donner la possibilité de bénéficier de cette technologie qui est géniale et qui est à nous. Voilà. Alors Pierre, ce que tu nous disais hors antenne tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est qu'on pourra se connecter quand on reçoit ce lien. Alors, sans avoir de compte Apple C'est un des points c'est une des questions. Alors généralement, quand il y a une conférence, là c'est une conférence virtuelle, donc on ne peut pas mettre la main sur les ingénieurs comme on veut, même si c'est pas vraiment le cas déjà quand on est sur place. Mais on a des petites sessions de questions-réponses avec des ingénieurs, et j'ai posé la question en disant on se souvient que Zoom, l'envoi de liens, ça a très très vite dégénéré, abouti à des gens qui s'invitaient dans des réunions en disant j'ai trouvé votre lien, c'est super, comment vous allez ? Et qu'il n'y avait rien à faire ici. Donc j'ai posé la question, est-ce que ce sera protégé par un mot de passe ? Et la réponse a été non, il n'y a pas de mot de passe. Oui, il y avait des... le Zoom bombing avec des gens qui ne montraient pas que leurs bonnes intentions. Voilà. Et donc, effectivement, a priori, ces sessions FaceTime ne seront pas protégées par un mot de passe. En tout cas, ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais d'ici le lancement de la plateforme... Oui, d'ici le 28 millième bombing. Non, mais là, on sait bien que Apple annonce en juin ce qui va sortir plutôt à l'automne. Donc, ils ont encore 2-3 mois pour dire rajoute un mot de passe, Gérard, c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, ils arrivent quand même un peu tard, non face au succès de Teams, de Zoom, de Google Meet, oui, et en même temps, alors, ils ne sont pas les premiers à le faire, mais ils rajoutent dans FaceTime, une fonction SharePlay. Ça, c'est intéressant, parce que ça va permettre, dans le cadre de ces réunions à 32 personnes, de regarder un film ensemble, regarder une série ensemble, partager l'écran, ce qu'on voit à l'écran ensemble, etc., ou de la musique. Alors, évidemment, une fois encore, j'ai posé la question, mais est-ce que ça ne pose pas des questions de DRM ? Tout sera fait dans le cadre du respect. Alors, les DRM, c'est ces verrous numériques. Et en fait... ce n'est pas, moi par exemple, je lance le dernier épisode d'une série sur Apple TV+. Et tu veux qu'on la regarde tous en même temps. Qu'on la regarde ensemble, il faut que tout le monde ait un compte, soit abonné, soit gratuit, soit etc. pour y accéder. Attendez, c'est normal. Alors il y aura certainement des astuces à un moment ou à un autre pour diffuser
via un navigateur ou je ne sais quoi, des trucs pas forcément très légaux. Je ne veux pas le savoir, mais en tout cas, effectivement, si on se dit, tiens, on va se regarder la dernière série Netflix, eh bien, il faudra le faire. Il faudra que tout le monde ait un accès. Mais à partir de ce moment-là, payant, et voilà. Tu lances la série, elle est synchronisée, tout le monde. Elle est synchronisée, tout le monde quelqu'un peut la mettre en pause, même si c'est pas lui qui l'a lancée en disant je vais me chercher à boire, excusez-moi. Et ça met en pause à tout le monde. Ça met en pause pour tout le monde et on peut continuer à se voir et à se parler pendant l'émission. Et après, je peux faire de l'AirPlay et diffuser ça sur ma télé aussi ou pas? On peut. Alors si on a une Apple TV ou une télé compatible, on peut effectivement garder sur son iPad ou sur son iPhone juste la tête de ses amis et puis avoir le film ou la série en grand sur le téléviseur. Il y a des applis qui proposent ça pour Netflix, et ça marche bien auprès des jeunes et tout, ils adorent. Il y a Disney aussi qui a ça. Oui, mais c'est pas les premiers à faire. Sauf que là, en fait, donc déjà pour tout l'écosystème Apple, ça fonctionne avec leurs applications et ils ont mis SharePlay API, donc c'est un outil qui permet aux développeurs d'autres solutions de l'intégrer aussi. Bon les amis, on a fait 10 minutes sur FaceTime. Ok. Il nous reste 5 minutes pour faire tout le reste. Non, mais une minute sur eMessage, rien ne bouge sur eMessage. Si, on aurait pu se dire, il y a cette ouverture FaceTime sur Android et Windows, on ne pourra pas avoir des eMessage sur Android et sur Windows. Non, c'est vrai que ça serait vachement bien, très franchement. Bah oui. Mais néanmoins, c'est un avantage concurrentiel qu'Apple lâchera pas sans qu'un juge s'en mêle ou sans que Apple trouve une solution par ailleurs pour reprendre la main sur autre chose. En disant, on l'ouvre à Android, mais par ailleurs, notre iMessage, maintenant, il supporte toutes les autres applications de chat que vous utilisez. C'est une sorte de centrale, de hub central, ce qui redonnerait une nouvelle valeur ajoutée à son produit. Lâcher quelque chose qui a autant de valeur sans contrepartie, je vois pas trop arriver. Pierre, parle-nous de Universal Control. Universal Control. Alors, c'est une nouvelle fonction de continuité. Alors, continuité, si vous vous souvenez bien, c'est toutes ces petites astuces qui permettent, par exemple, de faire un copier-coller sur son iPad et de le retrouver sur son Mac sans avoir à compiler le kernel, à chercher un truc trop compliqué. On a le même compte utilisateur sur les deux. Attends, chérie, je compile le kernel. C'est pour un copier-coller. Donc voilà. Et donc, on pourra glisser, déposer. Par exemple, j'ai fait une superbe création, parce que j'ai un talent fou pour ça, sur mon iPad et je veux l'intégrer dans une présentation, parce que j'ai un talent fou pour ça aussi, mais sur mon Mac. Je la prends, je déplace mon curseur sur mon Mac. Le curseur va magiquement... c'est pas du tout magique, c'est voilà, c'est ça. Il va passer sur l'iPad, je prends mon dessin, je le reglisse. Ah oui, c'est un glissé. On peut faire des glissés-déposés d'images, de textes, etc. Donc ça marchera en AirDrop, là? C'est quoi? C'est de l'AirDrop? Oui, ça repose sur du Wi-Fi, donc c'est une déclinaison d'AirDrop. On pouvait déjà utiliser un iPad comme écran secondaire du Mac. Tout à fait, c'est des sidecars. Voilà. Mais là, ça va plus loin. Ça marche toujours, d'ailleurs. Mais oui, ça marche toujours. Oui, et en fait, ça marche jusqu'à, si je me souviens bien, 3 appareils en même temps. Alors effectivement, il faut que ces appareils, bon après c'est un certain sens quand on travaille dessus, soient à portée de Bluetooth, parce que c'est le Bluetooth qui dit « Oh, je suis là, super !» Et après, c'est le Wi-Fi qui fait le transfert de données. Parce que Sidecar, en fait, on faisait disparaître iPadOS. Oui, en fait, c'est pas qu'on faisait disparaître, c'est qu'on avait une fenêtre. Oui, qui était une extension du Mac. Qui était une extension du Mac. Bon, c'est pas mal ça quand même. Ça peut être très pratique, c'est très pratique pour l'utiliser un tout petit peu. C'est assez waouh. Ouais, non, c'est bien et ça permet effectivement de gagner en fluidité sur des processus. Une fois encore, on disait tout à l'heure, on commence quelque chose sur un appareil, on le finit sur un autre. Ben là, ça simplifie la gestion de ces données-là et c'est quand même vraiment pas mal. On dit un mot des trucs de vie privée là. C'est important ça, quand même. C'est pas mal, quand même. Et puis un peu, c'est le discours ambiant d'Apple depuis quelques mois. Non seulement c'est le discours ambiant d'Apple, mais si vous avez suivi la Google I.O., ça a été aussi beaucoup rabattu. C'est au cœur du débat. Alors, pour des raisons on veut préserver le client, pour des raisons on ne veut pas se faire taper dessus par les législateurs. Mais effectivement, Apple a, une fois encore, il est toujours très en avance là-dessus, a annoncé pas mal de fonctions qui seront présentes dans ces différents OS. Donc, par exemple, sur iOS, il y a le suivi du tracking des applications, comme ça a été introduit d'ailleurs dans le dernier Android par Google, où on voit par application qu'est-ce qui est demandé, quelles sont les autorisations. Tu as un tableau de bord de qui accède à tes infos, qui se connecte à des serveurs. Il y a des témoins d'enregistrement qui sont plus visibles, genre là, il enregistre votre écran ou il capte votre micro. Et puis, il y a aussi la possibilité de demander dans Mail, par exemple, à ce que l'adresse IP soit cachée, enfin donc l'adresse IP de son périphérique soit cachée. Quand on regarde ses mails, ça permet par exemple, quand on ouvre un courriel marketing, que
la personne qui l'a envoyé ne soit pas au courant d'où vous vous trouvez, parce qu'il n'a pas son adresse IP, de quand vous l'avez ouvert, etc. Donc ça protège un peu plus la vie privée, et ça, c'est pas mal. Ça va pas faire plaisir aux marketeurs. Ah non, Apple n'est pas parti dans cette... non. Alors, mais Apple ne fait pas plaisir à grand monde en ce moment. Voilà, et puis il y a aussi, lié à la vie privée, un autre point qui est intéressant, c'est Siri qui passe en local. Alors, oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est en local? C'est grosso modo, jusqu'à présent, quand on disait dis Siri, lance telle application, la commande partait sur un serveur d'Apple. Le serveur d'Apple renvoyait la réponse, et voilà. Donc on a besoin d'une connexion Internet. Google Assistant était le premier à introduire ça il y a 3 ans ou 2 ans. En fait, ça demande en fait des algorithmes de reconnaissance vocale, etc. avancé, donc Apple est en retard là-dessus, c'est un fait. En tout cas maintenant, sur son iPhone par exemple, on pourra demander quelque chose, ou même de créer par exemple un réveil pour le lendemain, sans avoir besoin d'une connexion. Donc c'est plutôt pas mal, tout est fait en local, rien n'est envoyé, aucun modèle. Mais que certaines commandes, bien sûr, j'imagine. Celles qui ne font pas par exemple... Quel est le gâteau préféré de Pierre Fontaine? Il sera toujours obligé d'aller sur Internet. Quand il a besoin de faire une recherche de données sur Internet, ça fonctionnera, et puis il dira désolé, je ne peux pas trouver ce que je suis connecté à Internet. Mais par ailleurs, pour ta musique, dictée vocale, la dictée vocale, par exemple. La dictée vocale, c'est en local, oui. Ça sera en local. Oui. Ah, ça c'est cool. Donc on n'aura plus besoin d'avoir de la 4G. Non, oui, c'est la donc, d'accord, c'est cool. Et en fait, ce but, c'est avoir plusieurs activités, parce que le temps de se connecter au serveur prend du temps, et puis donc plus de réactivité, puis plus de vie privée. Donc voilà, c'était pour on est sûr que les données ne partent partent vie pas privée sur le serveur. que tu nous présentais, Jérôme. Bon, écoutez, ça fait plein de trucs. Il y a aussi Live Text qui permet ça c'est pareil, ceux qui sont suivis Google Lens vont se rappeler, soit sur une image, une photo qu'on a déjà reçue, on peut reconnaître du texte ou un numéro de téléphone. Par exemple, quelqu'un vous envoie une photo d'une carte de visite, vous pouvez repérer l'adresse mail sur la carte de visite et envoyer un mail directement depuis cette image. C'est possible de faire donc, soit une photo qu'on a prise ou même dans la nature, de prendre un panneau et de numériser un nom. Conférence, un cours, par exemple. Donc c'est de l'OCR, c'est de la reconnaissance de texte, mais à la volée. Et ça marche plutôt bien. Pierre Fontaine, merci pour toutes ces précisions. Tout le reste à lire sur 01net.com évidemment. C'est ça. Et à retrouver sur 01 TV. Alors si vous voulez vous refaire la keynote en intégralité, libre à vous. Et puis il y a le résumé que tu as fait. Et puis le petit résumé qui est disponible, le récap des annonces. Sur 01 TV, Box, YouTube et 01net.com. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. Après le géant américain, place maintenant au géant chinois, Jérôme. Avec plein de nouveautés, c'est notre invité de la semaine. Le géant chinois est en fait un géant français et c'est Stéphane Curtelin. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il est très grand, Stéphane. Il est très grand, oui. Par le talent aussi. Bonjour, Stéphane. Merci pour cet accueil. Ça commence comme ça va se gâter après. C'est ce que je me suis dit. Je n'osais pas le sortir, mais tu as devancé mes paroles. Stéphane Curtelin, qui est directeur marketing France de Huawei, partie grand public. Merci d'être là, Stéphane. On va ensemble revenir sur les principales annonces Huawei qu'il y a eu. Nombreuses annonces. Ces derniers jours, puisque Huawei reprend la communication avec pas mal de sujets, un nouvel OS et puis de nouveaux appareils connectés. On va essayer de découvrir tout cela. Peut-être commencer, Jérôme, par Harmony OS. Par Harmony OS, bien sûr, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Donc ça y est, Huawei lance son système d'exploitation. À quoi va-t-il ressembler, Stéphane? Alors c'est le nouveau grand projet de l'entreprise qui chaque année investit entre 15 et 20 milliards de dollars de R&D. Donc on a l'ambition, avec humilité, mais avec ambition, de proposer un système d'exploitation de 3e génération, qui est déjà une réalité développée en Chine et sur lequel on va s'atteler en Europe à justement développer l'écosystème avec nos produits et avec des partenaires. C'est un système d'exploitation ouvert. Alors pourquoi 3e génération? Il nous apparaît que dans les années 80, etc., il y a eu des systèmes d'exploitation ultra connus, centrés sur le PC. Donc il fallait un clavier, un écran, etc. Commencé par un W, je crois. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Voilà, il y a eu celui-là, puis il y a eu celui aussi d'un autre. Le 95, le 98. Oui. Voilà. Ensuite, on a tous connu les systèmes d'exploitation pour les smartphones. Voilà. Donc là, plus de clavier, plus petit écran, tactile. Et puis plus que 2. Voilà. Et il nous semble aujourd'hui qu'on rentre dans une nouvelle ère qui est celle de l'Internet des objets, où il faut désormais arriver à avoir un système d'exploitation qui ne soit pas centré sur un produit, en l'occurrence le smartphone. En l'occurrence le smartphone, mais aller au-delà pour avoir un système d'exploitation qui soit désormais distribué. Alors c'est passionnant parce que ça veut dire
qu'il faut être capable de proposer un système d'exploitation qui puisse marcher sur des petits appareils comme sur des appareils très complexes, très sophistiqués. C'est-à-dire que la puissance de calcul et de traitement varie énormément. Alors pour vous donner un exemple, Harmony OS, l'idée, c'est que ça puisse tourner à la fois sur des appareils qui auront 128 kilooctets de mémoire, comme des gigaoctets que l'on connaît sur un smartphone par exemple. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu... c'est une grosse contrainte quand même. Oui, c'est une grosse contrainte, c'est une grosse ambition là-dessus, justement, d'avoir en fait un ensemble de codes communs qui puissent se retrouver à la fois sur des petits appareils électroménagers, par exemple, peu puissants, voilà, ou sur des appareils beaucoup plus puissants. Électroménagers. Pourquoi pas, électroménagers. Donc on a commencé à travailler notamment avec Bosch, Siemens, pour donner juste quelques exemples, et puis des acteurs aussi plus locaux. Je vais en citer deux qui étaient avec nous. On a fait une petite conférence de presse la semaine dernière. On a Bluefroy qui fait des robots d'assistance à domicile. On a aussi Mood Messenger qui vient de chez Mad7, qui est une petite start-up française aussi, qui travaille avec nous pour que la montre, parce qu'on croit beaucoup en la montre, et je vais y venir après, parce qu'on en a annoncé une nouvelle, c'est celle-ci, puisse désormais vous permettre non seulement de recevoir des notifications, des informations, mais y répondre sous Harmony OS, justement, parce que ça fait partie de nos premiers produits que l'on propose sous Harmony OS. C'est-à-dire répondre par la montre. Voilà, à travers la montre, parce qu'elle a une eSIM, et Moon Messenger nous a développé des possibilités qui vous permettent de répondre, alors de mettre des emojis, de pouvoir répondre à un SMS. Et vous savez que ça existe depuis des années chez Apple, par exemple. Oui, mais alors justement, ça montre bien que... Je ne dis pas de bêtises. Ça montre bien que c'est fermé aujourd'hui. Ce n'est pas encore ouvert à tout le monde, puisqu'il faut développer ça. Il faut avoir un choix sur un système d'exploitation, sur un acteur qui a fait un certain choix de business model. L'ambition que l'on a, c'est d'être plus ouvert. En fait, cet OS, on pourrait le retrouver sur une montre autre qu'une montre Huawei, c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. C'est basé sur l'open source. C'est-à-dire qu'on a beaucoup contribué à différents systèmes open source et on souhaite contribuer justement... C'est basé sur la version open source d'Android. Alors, pas que. C'est-à-dire qu'on a cherché à justement s'inspirer de ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir développer un système Harmony OS basé sur le principe de l'open source. Et pour aussi permettre aux développeurs de s'y retrouver le plus rapidement possible. Je vais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est plus facile quand on connaît l'espagnol de passer à l'italien que de changer complètement de style de langue. Passer au russe ou au grec. Par exemple. Voilà. Donc c'est un peu l'idée, justement, avec, chinois. avec Harmony OS, de permettre donc de rentrer dans l'Internet des objets. Ça veut dire d'avoir un système d'exploitation désormais distribué, pas centré sur un produit sophistiqué, très élaboré, et que ce soit ouvert également pour faire appel à toutes les bonnes volontés, comme on a pu le faire sur l'App Gallery. L'App Gallery, il y a un an et demi, était très peu... Rappelez-nous ce que c'est l'App Gallery. Huawei App Gallery, c'est donc notre propre store d'applications, qui désormais compte plus de 1200 applications françaises, et sur lesquelles, justement, chaque équipe locale, quand je dis locale, c'est française, allemande, italienne, etc., à travailler avec des acteurs locaux pour avoir des applications qui parlent aux Français, qui parlent aux Italiens, qui parlent à leur quotidien, en fait, justement. Donc l'idée, c'est que... Sauf les grosses applis américaines, on est d'accord. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas faux, ce que je dis aussi. C'est-à-dire qu'il faut être, si je peux me permettre, un peu plus précis. C'est-à-dire que tout le monde connaît les défis qu'on a eu à relever avec certaines sanctions de l'administration américaine et qui se concentrent en particulier sur l'univers des applications Google. Tout le reste avance très vite. Et après, c'est vrai qu'on subit ces sanctions aujourd'hui encore. On le regrette. Notre R&D travaille fortement et on a confiance là-dessus pour que justement trouver des solutions. Alors, je parlais de la Huawei App Gallery, où on a un ensemble d'applications qui est très conséquent maintenant et qui permet justement à tout un chacun de retrouver ces applications du quotidien et pouvoir continuer à les utiliser, puisque c'est une des raisons d'être du smartphone. Stéphane, juste une question. On voit que suite à ces sanctions terribles américaines, eh bien les parts de marché dans le domaine du smartphone chez Huawei s'effondrent parce qu'effectivement, il devient de plus en plus compliqué d'acquérir un smartphone Huawei sans les services Google. Est-ce que Harmony OS va régler le problème? Est-ce que ça va relancer la machine smartphone de Huawei? Alors, première chose, le smartphone reste au centre de notre stratégie. Il est évident que la marque doit relever des challenges que vous venez de rappeler. Et il y a plusieurs éléments qui expliquent la question que vous me posez. Il y a aussi une pénurie de semi-composants au niveau mondial, qui là n'a rien à voir avec des sanctions. Et que tout le monde subit. Et que tout le monde subit. Vous d'ailleurs. Voilà, exactement. Qui a pu aussi ralentir certains développements chez nous. Et évidemment aussi
Notamment le P50, qui aurait dû sortir plus tôt et qui n'est pas encore annoncé. Alors, le nouveau Huawei qui succède au P40, si vous préférez. Voilà, alors Richard Yu l'a annoncé à la fin de sa keynote, a montré à quoi il ressemblait. Donc magnifique, toujours impressionnant ce que notre R&D et nos designers sont capables de produire. Et on reviendra vous dire quand est-ce que le produit arrive, parce qu'en effet, il est en préparation très avancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt en France aujourd'hui ou bientôt en termes de produits? Parce que vous avez annoncé une batterie de nouveautés. Oui, tout à fait. Alors en mars, on avait déjà annoncé une dizaine de produits. Là, on en a annoncé 6 nouveaux, dont cette montre, donc la Watch 3, la Watch 3 Pro, Watch 3. Donc celle-ci avec un boîtier titane, verre saphir, fond céramique, bracelet cuir, qui reprend exactement les codes de l'horlogerie en fait, et qui en plus pourra intégrer une eSIM. C'est-à-dire que vous pourrez passer des appels indépendants. Donc elle peut être autonome. Tout à fait. Et elle est sous HarmonyOS ou pas? Elle est sous HarmonyOS aussi. Voilà. Elle a des tas d'atouts, dont celui-là, qui ouvre des possibilités pour le futur, et c'est bien l'ambition. Parce que pour nous, justement, sur la montre, on pense que la montre va devenir une nouvelle porte d'entrée dans la vie numérique du quotidien. C'est-à-dire qu'on avait le smartphone en tête, vraiment centré. Et on pense que la montre, désormais, va devenir le nouveau hub ou la nouvelle porte d'entrée également. Pour vous, c'est stratégique, la montre connectée, alors? Entre autres, tout à fait, parce que ça nous permet, justement, je parlais de l'Internet des objets, de cette stratégie qu'a Huawei d'enrichir son écosystème. On a été connu, alors, pendant des années, pas du grand public, mais sur les infrastructures réseau, une entreprise qui a été créée en 1987, qui a équipé tous les grands opérateurs dans le monde. Qui continue, d'ailleurs. Qui continue dans 170 pays. Puis ensuite, on a été connu du grand public sur les smartphones. Et la vision et la stratégie de Huawei, c'est d'enrichir cet écosystème. On a mis dans la main des consommateurs des smartphones, et c'est d'aller au-delà. Donc, on parle de montres, on parle de tablettes, on parle de PC, on parle d'enceintes connectées, notamment avec Devialet, et ainsi de suite. Et donc, l'enrichissement de cet écosystème donne des possibilités supplémentaires de rentrer justement dans ce monde numérique, dans la vie numérique du quotidien, et on pense que la montre va y participer fortement. Je vous donne un exemple avec HarmonyOS. Alors, HarmonyOS, on va chercher à le développer sur 5 grands piliers. Smart Travel, je vais donner un exemple. Smart Home, Smart Office, Entertainment, le gaming, toutes ces choses-là qu'on imagine assez aisément. Et évidemment aussi tout ce qui est gestion de mon quotidien au niveau santé, fitness, etc. etc. Et donc, par exemple, la montre pourra vous servir, vu qu'elle vous peut passer des appels indépendants. Vous avez une petite course à faire et vous prenez encore la voiture. Pourra déverrouiller votre voiture, vous permettre de passer un appel si vous avez oublié quelque chose, si vous avez besoin de vous rappeler d'une course, etc. Pas besoin de prendre son smartphone, en fait. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'on pense que... Tout ça avec la reconnaissance vocale, c'est-à-dire je dirais à la montre, appelle ma femme ou Jérôme. Voilà, voilà. Et c'est pour ça pas les mêmes, d'ailleurs. Ma femme et Jérôme, c'est pas les mêmes personnes. Après, tu as raison de préciser. Mais donc, donc la montre prend son indépendance, en fait. Exactement, voilà. C'est intéressant. Hein, voilà. Donc ce sera au choix du consommateur de choisir sa porte d'entrée dans le monde numérique, en fonction de l'usage, en fonction du moment de la journée aussi. Il y aura différents moments où parfois on est sur son PC, parfois on est sur son smartphone et parfois on sera sur sa montre. On voit que, juste, ça sera peut-être la dernière question, Apple mise énormément sur les aspects santé de l'Apple Watch. Est-ce que vous aussi, vous misez beaucoup sur cette particularité, alors évidemment fréquence cardiaque, mais aussi on voit oxymètre aujourd'hui. Oxymètre, température corporelle, voilà, tout. Oxymètre, SPO2, oxymètre. Alors on a amélioré justement la capture de la température corporelle avec un capteur qui permet sur la peau et des algorithmes qu'on a développés pour justement encore améliorer la précision de cette prise de température. Donc c'est la température corporelle, quoi. Température pour corporelle. Savoir si on a de la fièvre ou pas. Voilà. Et SPO2, donc oxymètre. Ça vous le faites, et Apple ne le fait pas d'ailleurs. Voilà. Ça n'y est pas sur l'Apple Watch. La nouvelle montre est vraiment, alors évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vraiment impressionnante. Et ce qui est très important de préciser, c'est qu'à ma connaissance, nous sommes la seule marque à proposer environ 2 semaines d'autonomie. Parce que ça, c'est important aussi, vous parlez du suivi de ses performances, et c'est d'autant plus intéressant de pouvoir suivre ses performances si vous n'avez pas tous les soirs à la recharger. Certes. Donc là, on a aussi sur la batterie, c'est un savoir-faire qui existe sur les smartphones, qui existe sur les PC, qui existe aussi sur les montres, qui est fantastique. Très bien. Stéphane, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau, donc de 01 Hebdo. Rappelons qu'il y a une tablette, il y a un nouveau laptop qui est magnifique, etc. Et des nouvelles oreillettes, on aura l'occasion d'en reparler. On en reparler. Merci. MatePad Pro, tout ça, exactement. Voilà. Merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Et il est temps maintenant de retrouver notre rendez-vous Tech for Good, c'est Tech Care.
Voilà, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. 01 Hebdo, vous le savez, on est là moi, chaque ça va, jeudi. je passe un bon moment c'est vrai, avec toi. écoute, Oui, moi c'est aussi, très pareillement, agréable. et depuis toutes ces années, Jérôme, on passe de bons moments. Dans quelques instants, ce sera Jordan Cossino qui sera là avec son hashtag Je veux savoir. Il a interrogé Nicolas et il s'est fait un petit peu l'écho de vos questions. Hein. Jordan, ce sera dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, on va découvrir HelloWatt, Jérôme. Et oui, on va parler de maîtrise de la consommation énergétique avec notre invité Sylvain Lefalaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain, bienvenue. Vous êtes le cofondateur donc de HelloWatt. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est HelloWatt ? Donc HelloWatt, c'est le conseiller énergie des particuliers. Donc c'est une plateforme web qui permet de maîtriser sa consommation et ses factures d'énergie. Notre mission, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie et de faire la transition énergétique de leur logement. Parce qu'aujourd'hui, on consomme tous de l'électricité, plus ou moins. C'est encore assez opaque. Oui, c'est ça. De plus en plus. C'est assez opaque, on ne sait pas. Hein. Autant sur son smartphone, on sait à peu près combien d'heures on a utilisé. Enfin, maintenant, même si c'est illimité, etc. Mais l'électricité, il faut vraiment chercher ces données. Comment vous allez facilement nous donner accès à ces informations ? Oui, alors on part un peu du même constat justement chez HelloWatt, de ce manque de connaissances. On ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'ils consomment chez nous et on ne sait pas ce qu'on peut faire pour le maîtriser. Donc nous, notre approche, c'est de proposer l'ensemble des solutions qui permettent justement de maîtriser cette consommation et ses factures. Donc il y a des aspects pour choisir son fournisseur et la provenance de son énergie. Donc sur votre site, on peut comparer les fournisseurs. Tout à fait, ouais. Il y a aussi un aspect pour maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique. Donc, c'est de l'isolation, du chauffage en lien avec les aides de l'État. Là, c'est du conseil, on est d'accord. Du conseil, tout à fait. On le fait justement avec des outils data, j'y viens. On trouve ça sur beaucoup de sites de fournisseurs d'énergie aujourd'hui. Ça peut arriver, mais c'est sûrement pas aussi développé que ce qu'on a chez nous. Parce que le troisième volet, c'est l'installation de panneaux solaires en autoconsommation. Et là, en quelques minutes, en utilisant les données de vos compteurs Linky, vous pouvez avoir une étude détaillée sur quel serait le bon dimensionnement pour votre installation, combien ça me coûte, quelle est la rentabilité et quel est mon taux d'autoconsommation en utilisant les données Linky. En fait, donc la clé, c'est quand même le compteur Linky, pour avoir de l'intelligence dans son réseau, en fait. Absolument. En fait, chaque utilisateur d'HelloWatt, il a accès à une web app qu'on appelle le Coach Conso, qui du coup lui permet de suivre, de comprendre et de maîtriser sa consommation d'électricité et de gaz. Comment ça fonctionne ? C'est fondé en fait sur les compteurs communicants Linky et Gaspard. Donc Linky, la fin de l'installation, c'est pour la fin de l'année. Et donc les utilisateurs qui le souhaitent, ils peuvent partager leurs données avec HelloWatt, les retrouver dans cette web app. Et nous, à partir de là, on va pouvoir leur permettre de le suivre en euros, en kilowattheures, en impact carbone. Et aussi de comprendre, est-ce qu'il y a une surconsommation dans ma consommation ? Donc on va pouvoir déterminer la part du chauffage, de l'eau chaude et des autres usages, comparer à des logements similaires et identifier des solutions pour maîtriser cette consommation. Vous arrivez à détecter chaque source en fait, de consommation électrique ? Vous arrivez à faire le distinguo entre la machine à laver, le frigo, le chauffage ? Ça non. On n'arrive pas à distinguer le frigo et la machine à laver. En revanche, donc on a un programme de R&D, parce que c'est compliqué. Ce que ramène Linky, la donnée la plus fine, c'est la consommation toutes les demi-heures d'un logement. Oui, c'est pas l'espion que certains veulent bien décrire. Non, Linky, tout à fait. Mais par contre, ce qu'on peut identifier avec ça, ça va être les principaux postes de consommation. Donc le chauffage, en faisant des corrélations sur un temps long avec la température extérieure locale, donc on regarde la thermosensibilité du logement, ou la consommation de l'eau chaude, puisque là, ça va avoir une forme particulière, le chauffe-eau électrique qui se déclenche sur les heures creuses. Et en fait, le chauffage et l'eau chaude, ça représente dans un logement en général les 2/3 de la consommation d'énergie, ou les 3/4. Donc c'est là qu'il faut agir pour faire des vraies économies d'énergie. Ouais. D'abord, il faut savoir où est le problème et ensuite, il faut agir. Et agir, c'est quoi ? C'est du solaire, c'est typiquement, quand on constate une surconsommation de chauffage, ça peut venir en gros de 3 choses. Soit un problème d'isolation, soit il faut un système de chauffage plus performant. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'installation de pompes à chaleur avec les aides de l'État ou d'autres systèmes pour la biomasse, par exemple, ou alors d'un mauvais pilotage. Et donc là, il y a aussi des choses qu'on peut régler, soit dans le comportement, soit avec des outils comme des thermostats connectés. Ouais. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'énergie solaire. Alors évidemment, quand on est en appartement, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui, dans des, on va dire, des habitations personnelles, individuelles, peuvent installer ce genre de choses. Et là, vous rentrez en jeu, c'est-à-dire qu'on connecte ça à Linky, et vous nous donnez des informations supplémentaires, c'est ça ? Comment ça marche ? Tout à fait. Alors du coup, ce qu'on va proposer à chaque utilisateur, ça va bien entendu dépendre de son profil. On ne va pas proposer la même chose à un locataire en appartement qu'à un propriétaire d'une maison mal isolée ou bien ensoleillée.
Du coup, effectivement, via la web app, on se voit proposer les services qui sont pertinents par rapport à son logement. Ensuite, pour entrer un peu dans le détail du parcours sur le solaire, la première chose, c'est de voir est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que c'est rentable. Donc on peut facilement déterminer qu'est-ce qu'on peut produire en fait avec une installation solaire par rapport au toit de la personne. Et ce qui va faire la rentabilité du projet, c'est aussi dans quelle mesure cette production solaire, elle correspond à ma consommation. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne va pas pouvoir consommer nous-mêmes, on va le revendre sur le réseau à un prix qui sera un peu moins élevé. Effectivement. Enfin, on peut le stocker, mais c'est compliqué, il faut des batteries. Enfin, voilà. C'est compliqué, il faut des batteries. Aujourd'hui, sur l'installation d'un particulier, ce n'est pas forcément rentable. Ça le sera peut-être demain. Mais du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche à consommer un maximum l'énergie qu'on produit. Et le reste, on va le revendre du coup, sur le réseau. Donc plus on autoconsomme notre énergie, ce qui est bien l'objet de cette démarche, plus le projet sera rentable. Vous en êtes où aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous proposez ce type de service? Alors Elowatt, ça a 4 ans. On a connu une belle croissance puisque là, on a plus de 150 personnes dans l'équipe. On a un modèle de développement un peu particulier puisqu'on a fait tout ça sans lever de fonds et en faisant un programme de R&D, de recherche sur justement l'utilisation, la compréhension de ces données Linky. Votre cœur de métier, c'est l'analyse de la donnée, en fait. C'est l'analyse de la donnée et c'est l'accompagnement des particuliers pour justement s'y retrouver. Et le modèle économique, c'est quoi? C'est que par exemple, si vous me suggérez des fournisseurs d'accès, enfin des fournisseurs d'électricité, vous arrangez avec eux, vous avez une petite dîme si on passe contrat avec eux, c'est ça? Donc en fait, quand vous prenez un contrat d'énergie, par exemple en passant par Elowatt, ou quand vous installez des panneaux solaires ou faites des travaux d'isolation, dans tous les cas, effectivement, le partenaire que vous avez choisi va nous verser une petite commission pour avoir accompagné le client et mis en place le contrat. Est-ce que les Français sont réceptifs à cette démarche, à ces efforts? Parce qu'en général, si on fait ça, c'est soit par préoccupation environnementale, donc collective, soit pour des raisons financières. Voilà. Mais l'électricité n'est pas très chère en France. C'est pas un peu un problème, ça, finalement? Alors ça, c'est pas forcément la perception de tous les Français. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du logement dans lequel on habite et tout ça. La France était en dessous de la moyenne européenne. Aujourd'hui, elle s'en rapproche tout de même. Donc voilà, en fait, nous, on est sur un secteur, sur une activité où finalement, faire quelque chose qui soit bon pour la planète, c'est aussi aller dans le sens de quelque chose qui est bon pour notre pouvoir d'achat. Il n'y a pas toujours... c'est pas l'un ou l'autre. Finalement, c'est le seul domaine où les deux vont ensemble. Tout à fait. Et du coup, il y a de gros enjeux et beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur la rénovation énergétique des logements. On en parle beaucoup. Donc non, c'est un vrai sujet. Pour répondre à votre première question, c'est un vrai sujet d'intérêt et d'attention des Français aujourd'hui sur justement qu'est-ce que je peux faire dans mon logement, la rénovation énergétique, avoir des comportements qui soient plus responsables. Après, l'isolation, les travaux d'isolation, c'est un autre dossier et ça, c'est pas simple quand même. Tout à fait. Là, pour le coup, ça coûte très cher. Alors, il y a des aides. Aujourd'hui, il y a des aides. Là, jusqu'à la fin du mois. Il y a des arnaques aussi. Tout à fait, ouais. Il y a eu des gros problèmes dans ce secteur et d'où le fait de justement bien choisir les professionnels avec lesquels on travaille. Et c'est aussi un des grands intérêts de notre service. Il y a des aides. D'ailleurs, elles évoluent. Là, jusqu'à la fin du mois, on peut toujours faire isoler ses combles pour seulement 1 euro, sans condition de revenu, en tout cas avec notre service. Et effectivement, elles évoluent, elles vont être orientées plus à l'avenir vers tout ce qui est pompe à chaleur notamment, qui sont des outils hyper intéressants pour cette transition énergétique. Merci beaucoup Sylvain Le Faller, donc cofondateur de Elowatt. C'était notre rendez-vous Tech Care de ce jeudi. Merci. Merci à vous. François, nous allons retrouver notre inénarrable Jordan Cossino. Et oui, et puis il a son jingle. Il a son jingle, c'est la story voir et de l'écouter. Voilà, Jordan Cossino qui, cette semaine, est allé interroger l'un de nos plus grands spécialistes. Éminent spécialiste qui répond à vos questions. Avec le hashtag Je veux savoir. Regardez Jordan et Nicolas qui répondent à vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Je veux savoir. C'est écrit sur cette télé, il y a un dégradé de couleurs magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve comme toujours avec Nicolas Lelouch. Bonjour. Bonjour Jordan. Merci d'être là. Merci. Avec plaisir toujours. Avec plaisir. Merci. On a été testé négatif, je vous rassure. Tout va bien. Nicolas Lelouch qui répond à vos questions. Vous avez l'habitude de vous les poser sur Twitter, Facebook, Instagram, peu importe. Et Nicolas est là pour y répondre. On passe à la première question. Allons-y. Yes77777 nous demande est-ce qu'à 249 €, le Poco X3 Pro vaut le coup pour du gaming avec son Snapdragon 860? Le Snapdragon 860, ouais. Est-ce que tu aimes bien le Snapdragon? Alors, le Snapdragon 860, c'est un processeur
haut de gamme, mais à petit prix. Ça n'a jamais été une référence, en fait. Là, c'est une puce qui s'adressait directement au téléphone un peu moins cher. La proposition de Pocophone, elle est assez particulière sur le marché, parce qu'on a peu de constructeurs qui font des téléphones d'entrée de gamme avec une puce haut de gamme, parce que c'est pas ce qui intéresse les gens généralement. Ils veulent le stockage, ils veulent l'appareil photo, donc il n'y a pas beaucoup de concurrence, il est quasiment seul sur ce terrain. Donc si ce que vous recherchez sur un smartphone, c'est de pouvoir jouer à Fortnite, c'est de pouvoir jouer justement à des jeux qui consomment beaucoup de ressources, ça peut être pas mal à ce prix-là. Sinon, je vous conseillerais plutôt d'opter pour un appareil un peu plus cher, peut-être un petit peu plus complet sur l'appareil photo, sur tout ce que j'ai pu citer, et ça sera tout aussi bien. Autre question de Alexis Haddad. Votre avis, donc en l'occurrence, ça sera ton avis sur Harmony OS. Si la question c'est est-ce que ça va permettre à Huawei de revenir dans la course en France dès maintenant, et voilà, ça y est, ils sont sortis d'affaire. Non, ça va clairement pas suffire, parce qu'en soi, Harmony OS, c'était déjà ce que Huawei fait depuis qu'ils ont perdu Google, à savoir de l'Android open source, avec les services Huawei par-dessus, sauf que maintenant, ça a un nouveau nom, ça s'appelle Harmony, et le design, je dois reconnaître, est un petit peu plus sympa. La police a changé, les icônes ont changé. Il est très repris sur celui d'Apple, quand même, le design. Il est très repris sur celui d'Apple, mais il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants. J'ai beaucoup aimé ma première prise en main d'Harmony OS, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, il faut réfléchir sur le moyen et sur le long terme. Déjà, la question de la Chine, ou le premier marché de Huawei, pour eux, c'est génial. Parce que là-bas, ils n'ont pas besoin de Google. Donc, dès maintenant, ils vont avoir un propre système d'exploitation. Ils ne vont plus dépendre de Google pour les mises à jour. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir l'équiper sur plein d'appareils, les télés, les fours, enfin, tous les objets connectés du quotidien, ça pourrait être sous Harmony OS. Et vu que la Chine est quand même le pays premier producteur d'appareils électroniques aujourd'hui, c'est pas mal d'avoir un OS souverain, ça va leur permettre de vraiment avancer. Donc là-dessus, c'est sympa. Et après, sur le long terme, si Harmony OS s'enrichit vraiment de bonnes applications, si Harmony OS gagne en part de marché et devient populaire en Chine, peut-être que Huawei pourra tenter un vrai retour sur le smartphone au même niveau qu'avant. Donc je pense que dans tous les cas, ça va dans le bon sens. C'était la bonne décision de prendre son indépendance des États-Unis. Il faut voir comment ça va se profiler, et il reste un problème de taille. Sur Harmony OS, vous n'aurez jamais Facebook, jamais les applications Google, jamais Waze, en tout cas pas directement sur l'App Gallery. Donc ça va quand même rester un frein assez important. Et autre question, on a Seb Ruka qui nous demande pourquoi les Xperia de chez Sony mettent autant de temps à sortir à la vente après leur présentation. C'est vrai que Sony, ils ont tendance à présenter les téléphones en début d'année et à les sortir à la fin de l'été. Et déjà qu'ils ne sont pas très forts en termes de part de marché, ça ne les aide pas. Je pense que Sony, comme beaucoup d'entreprises, est victime d'un système assez vicieux qui est le fait qu'il y ait de grosses divisions indépendantes des unes des autres, mais qui en même temps dépendent d'une grosse hiérarchie. On leur donne un calendrier de présentation, sauf que la chaîne de production n'est pas du tout prête, que les systèmes d'exploitation ne sont pas du tout prêts. Donc ça prend logiquement du temps. Aussi, et c'est assez triste, plus le smartphone s'effondre en part de marché, moins il est la priorité chez Sony. Ils ont d'autres business un petit peu plus intéressants, comme PlayStation par exemple, qui est certainement la priorité. Donc il y a de grandes chances que le smartphone, ce soit surtout un produit d'honneur aujourd'hui chez Sony. Ils ont besoin d'y être, parce qu'une grande marque comme Sony ne peut pas dire le smartphone, le produit tech le plus populaire du monde, on n'y est pas. Mais en réalité, c'est pas important pour eux. Donc, mais on a les chiffres de vente. J'ai pas les chiffres en tête. On peut peut-être les trouver pour la vidéo et les ajouter. Si on les a, ils seront là. Sinon, il y aura autre chose. Mais en tout cas, en part de marché, je crois qu'on est en dessous du 0,1% ou en tout cas du 1%. On n'est pas sur une communauté comme OnePlus qui est non, c'est tout petit, et en France, ça va se compter en milliers d'exemplaires, et pas plus. Non, c'est les téléphones Sony, ça s'est vraiment effondré. Bon big up si vous avez un téléphone Sony, on vous adore quand même. Et c'est la fin de cette petite chronique, je veux savoir. J'ai pris un deuxième micro parce que c'est une télé. C'est très très drôle. Ah oui, bien joué. C'est pour mon nouveau spectacle, c'est la blague d'entrée. Tiens, je te le passe. Très bien. C'est le bâton de parole. 1, 2, 1. Si on peut mettre un petit effet écho, ça me fait plaisir. J'espère que les réponses vous ont convaincu. Nico, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous les écrire et on y répondra. Même si ce n'est pas en vidéo, on y répondra avec grand plaisir avec nos petits claviers et nos petits doigts. Voilà, à très vite. Hashtag je veux savoir, donc, ils sont intenables tous les deux là. C'est pas possible. Oui. Et en plus, il y a Pierre avec ses effets spéciaux derrière, donc je vous raconte pas. Écoutez, Nico et Jordan bientôt à l'Olympia. Ça mérite, ça mériterait. Ça mériterait. Ce 01 Hebdo est terminé. Juste un mot pour vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Vivatech, Jérôme, et ce sera
le retour à une vie quasi normale dans le monde de la tech. Et oui, Vivatech, c'est le salon français, parisien de la technologie, qui va se tenir cette année en mode hybride, c'est-à-dire une partie sur place, mais puis une grande partie en distanciel, en visio. Et à cette occasion, nous irons sur place pour vous faire vivre ce salon. Puisque malgré tout, plusieurs milliers de personnes se déplaceront lors de ce salon qui est ici à Paris, porte de Versailles. Et nous allons délocaliser à la fois 01 Hebdo, Village Startup et De quoi je me mail, et puis aussi Tech & Co, que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business. Donc on vous fera vivre de l'intérieur ce grand salon dédié à la tech, qui sera un salon exceptionnel. C'est, je pense, l'un des premiers salons internationaux de l'après-Covid. Exactement. Et ça va être très intéressant de le vivre. Puisque ça va été annulé l'an dernier. Et les autres grands salons, effectivement, dans les autres villes du monde, n'ont pas repris. Voilà, donc on sera à Vivatech. Merci en tous les cas de nous suivre, comme chaque jeudi, sur 01 TV, sur YouTube, sur 01net.com et sur les box SFR, Orange, Free et FranceSat. Jérôme, on sera là la semaine prochaine. Voilà, c'était un plaisir. À la semaine prochaine. Salut à tous.